Les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonsoir à toutes et à tous à ce magazine d'information Humura Burundi de ce 10 avril 2020 dont voici les principales articulations. La commission onusienne recommande le gouvernement de faire preuve de transparence et de respecter les droits à la vie et à la santé de ses citoyens. Persécution dans l'exercice de leur métier d'un journaliste de la radio Isanganiro et d'un chauffeur par les Imbonerakure de la commune Kanyosha en mairie de Bujumbura. Vous allez également le suivre dans ce journal. Les contributions forcées continuent à être perçues par le parti CNDD-FDD au détriment de la population. Nous nous rendons dans la commune Nyabiraba en province Bujumbura. Et voilà pour le sommaire. Nous vous le disions dans nos éditions d'hier, l'assassinat de l'activiste anticorruption Ernest Manirumva est lié à plusieurs événements sombres de l'administration Nkurunziza, du trafic des armes et minerais avec les forces négatives à l'est de la RDC, aux tensions entre le Burundi et le Rwanda en passant par l'éclatement de la crise de 2015. Notre collègue Bob Rugurika nous fait découvrir une géopolitique régionale dans laquelle le Burundi a joué le très mauvais et dangereux rôle. Ernest Manirumva a été assassiné dans la nuit du 8 au 9 avril 2009. Il enquêtait sur un trafic d'armes et de minerais entre des officiers du régime CNDD-FDD et le mouvement génocidaire FDLR, actif à l'est de la RDC. En peu avant, c'est-à-dire février 2008, la radio publique africaine avait tiré sur la sonnette d'alarme. Dans un reportage en direct sur les ondes de la station, un journaliste a couvert un déchargement inhabituel d'un avion de type Antonov. Le colis était constitué de plusieurs caisses d'armes. Contrairement aux habitudes, le personnel de la Société burundaise pour la gestion aéroportuaire, Sobugeya en sigle, avait été sommé de quitter les lieux. Seuls les policiers et agents de renseignement envoyés par la présidence de la République déchargeaient l'avion. Le journaliste a été plus tard agressé en plein reportage par le commandant de l'aéroport avant de se sauver. Une année plus tard, Ernest Manirumva était assassiné dans le cadre du même dossier. Peine perdue pour le régime Nkurunziza car la communauté internationale était déjà mobilisée. L'ONG britannique Global Witness a déployé des enquêteurs sur terrain, c'est-à-dire au Burundi et en RDC. Plus tard, l'ONU sortira un rapport accablant pour le régime de Nkurunziza. Preuve à l'appui, une liste d'officiers burundais dans ce trafic sera publiée, en tête l'ancien numéro 2 du régime, le général Adolphe Nshimirimana. Sidéré mais en bon diplomate, le gouvernement rwandais met en avant la voie diplomatique face à cette attitude embarrassante mais inquiétante du voisin, le Burundi. Comme si cela ne suffisait pas, le régime burundais, entre 2012 et 2013, il envoie des miliciens Imbonerakure faire des entraînements paramilitaires en RDC. Certains Burundais ont cru un retour apocalyptique de cette milice tant redoutée au pays. Pourtant, des sources indiqueront que le but de ces entraînements paramilitaires était d'aller renforcer et gonfler les effectifs des éléments rwandais qui s'apprêtaient à attaquer le Rwanda à partir de la RDC. C'est au cours de la même année 2013 que l'ancien président tanzanien Jakaya Kikwete Molisho demande au président rwandais en plein sommet des chefs d'État de l'Union africaine de se préparer à des négociations avec son opposition. Après une brève tension diplomatique et la fuite des informations sur ces entraînements paramilitaires au Congo, les cartes changent. En août 2014, des cadavres sont déversés dans le lac Gweru, séparant le Rwanda et le Burundi au nord du Burundi. Les concepteurs font accuser d'exécution extrajudiciaire le Rwanda. Indignés et embarrassés par ces accusations mutuelles, les Américains, les Suisses et les Hollandais demandent une enquête indépendante internationale et confient le dossier à l'UJR, International Justice Rapid Response. Le Rwanda se dit ouvert pour l'enquête. Le Burundi refuse l'entrée des experts sur son territoire et revendique la compétence africaine et demande à l'Union africaine de saisir le dossier. L'affaire sera étouffée et classée sans suite. Le Burundi est dès lors soupçonné d'avoir tout organisé. Depuis 2015, la crise autour du
troisième mandat de Pierre Nkurunziza met le Burundi à feu et à sang. Des sources indépendantes révèlent que Nkurunziza ne pouvait pas quitter en 2015 avant de s'acquitter de son devoir, c'est-à-dire aider ceux qui veulent déstabiliser le Rwanda voisin, d'où la rupture diplomatique entre les deux pays. Bob Rugurika, la commission onusienne d'enquête sur le Burundi estime que les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie liée au coronavirus sont insuffisantes. La commission invite le gouvernement burundais à faire preuve de transparence et à respecter les droits à la vie et à la santé de sa population. Émile Nibasumba pour plus de détails. Le gouvernement burundais doit protéger sa population. C'est conforme à ses obligations internationales, précise la commission d'enquête sur le Burundi. Le gouvernement doit donc tout faire pour enrayer la propagation du coronavirus et soigner les malades, tout en garantissant le respect et la protection de tous les droits de l'homme. La commission cite ici le droit à l'alimentation et les libertés fondamentales. C'est notamment les libertés d'information et d'expression qui sont des droits fondamentaux particulièrement importants lors d'une pandémie. Elles doivent être pleinement respectées et protégées. Selon la commission, ces libertés d'information et d'expression ne devraient pas être indûment restreintes afin d'empêcher la diffusion de données étayées, surtout lorsque ces données contredisent, questionnent ou critiquent celles avancées par le gouvernement. La commission d'enquête sur le Burundi demande donc au gouvernement du Burundi de faire preuve de transparence. Selon elle, une information complète et transparente au sujet des risques sanitaires, le taux de transmission du coronavirus, des moyens de mitiger la transmission et des traitements disponibles est indispensable pour encourager la population à participer et appliquer d'éventuelles mesures restrictives. Dans sa déclaration de ce vendredi, la commission regrette également que certaines organisations humanitaires aient été empêchées d'accéder à des sites où des personnes sont placées en quarantaine dans des conditions déplorables, et ce, alors que ces dernières devraient recevoir suffisamment de nourriture, d'eau potable et avoir accès aux facilités sanitaires et aux services médicaux, déplore la commission. La commission d'enquête sur le Burundi est préoccupée par l'avancée de la pandémie de Covid-19 et son impact potentiel sur la population burundaise. Elle note que le gouvernement a déjà pris certaines mesures, mais qu'elles demeurent insuffisantes pour faire face à la pandémie actuelle. Selon la commission d'enquête sur le Burundi, les autorités burundaises devraient faciliter la mise en œuvre du plan global d'action humanitaire pour faire face à la pandémie Covid-19, un plan qui identifie le Burundi comme l'un des pays bénéficiaires prioritaires. Merci à Émile Nibasumba. Le gouvernement et les partis politiques qui participeront dans les prochaines élections ne se soucient guère de la population. Ils devraient être les premiers à prendre des mesures drastiques afin d'éviter la propagation du Covid-19 sur le territoire national. Mais loin s'en faut. C'est l'analyse faite ce 8 avril par Charles Nditije, président du parti UPRONA non reconnu par le gouvernement burundais. Pour lui, le gouvernement et ses partis politiques sont tous préoccupés par la tenue des élections plus que la vie des citoyens. Eloge Divin Remesha nous parle du contenu de cette analyse. Dans son analyse, Charles Nditije condamne l'insouciance du gouvernement et des acteurs politiques burundais. Ces derniers sont plongés dans une illusion sans nom concernant le processus électoral en cours. Concernant l'insouciance du gouvernement burundais, il a commencé avec la négation de l'existence de cette pandémie dans le pays. En témoignent les responsabilités traduites par les interventions de certaines autorités en rapport avec cette pandémie. Les interventions indexées sont celles du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat, de l'ombudsman qui s'inscrivent contre toute personne voulant montrer la dangerosité de cette pandémie. Charles Nditije condamne le silence complice du président Nkurunziza qui n'a jamais fait de discours à la nation comme le font ses collègues chefs d'État. L'irresponsabilité des politiques et coalitions se traduit par la mobilisation de leurs membres dans les activités politiques alors que personne n'ignore que les rassemblements de plusieurs personnes est l'une des causes de la propagation du Covid-19.
La poursuite des activités politiques est qualifiée de phénomène d'illusion que le professeur Charles Nditije endosse aux partis politiques dont le processus des élections est devenu leur plus grand dénominateur commun malgré des divergences sur les autres conditions objectives d'une bonne tenue des élections. Il qualifie tout cela de calcul des politiciens qui ne devraient pas être pris en considération en ces moments. Enfin, Charles Nditije demande aux dirigeants burundais de sortir du confinement mental et agir en conséquence. Il demande également aux partis politiques de l'opposition de cesser de jouer avec la vie des membres de leur parti. Aux chefs d'État des pays de la communauté de l'Afrique de l'Est, il leur demande d'exercer toutes les pressions essentielles sur les dirigeants burundais pour qu'ils suivent leur bon exemple en prenant des mesures radicales de confinement. À l'ONU et l'OMS, Charles Nditije demande de faire un suivi sur l'évolution de la situation au Burundi et d'user de leur autorité morale pour que des mesures de protection des citoyens burundais soient prises urgemment. Éloge divin, Remecha, une courte pause et poursuivons avec ce journal. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Jean-Marie Vianney Ngendakumana, journaliste de la radio Isanganiro, et le chauffeur ont été malmenés et les pneus du véhicule défoncés par un groupe des Imbonerakure le soir de ce jeudi sur la colline Rukuba en commune Kanyosha de la province Bujumbura. Selon nos sources dans cette localité, ce journaliste serait victime d'aller couvrir la persécution des membres du parti CNL par des Imbonerakure. Les détails avec Vicky Chris Ninheretse. Il s'agit d'un journaliste et de son chauffeur, tous les deux de la radio Isanganiro, qui ont été malmenés par un groupe d'Imbonerakure dirigé par un certain Ezekiel. Ce dernier prend souvent le devant dans les actes de torture contre les opposants au régime en place. Le journaliste Jean-Marie Vianney Ngendakumana était parti pour enquêter sur les actes d'intimidation qui sont devenus monnaie courante à l'endroit des membres du CNL sur la colline Rukuba de la zone Kienzi, commune Kanyosha. Jean-Marie Vianney Ngendakumana était en train d'interviewer les militants du Congrès national pour la liberté lorsque les Imbonerakure sont survenus en masse et ont défoncé les pneus du véhicule qui avait déplacé le journaliste. Les sources locales indiquent que ces Imbonerakure ont également intimidé le chauffeur de la radio Isanganiro avant de le séquestrer. Le journaliste et son chauffeur ont été sauvés par la population environnante qui est intervenue. Les habitants de la commune Kanyosha demandent à toute personne habilitée de redresser ces jeunes du parti au pouvoir. Nous avons essayé en vain de joindre Jean Berkemas Munzerere, l'administrateur de la commune Kanyosha. Vicky Chris Ninheretse, sous la même rubrique Droits de l'homme, le directeur de la radio Isanganiro indique que la radio va bientôt saisir la justice. Silver Nakarutimana espère que cette dernière fera de son mieux pour que ces deux employés soient rétablis dans leurs droits, d'autant plus que les auteurs sont nominativement connus. Nous avons leurs noms, mais il n'est pas opportun de les citer sur la voie des ondes. Nous allons plutôt transmettre ces noms à la justice. Il s'agit déjà d'un dossier dont la formulation de la plainte est en cours. Ils sont identifiés et les noms sont connus. Nous espérons alors que la justice va nous rétablir dans nos droits, puisque nos droits en tant que journalistes ont été violés. Nous pensons aussi qu'il serait mieux que la justice se prononce en toute équité sur ce dossier et cela fera un bon exemple pour décourager de tels actes dans un pays régi par la loi. Nous détenons l'élément sonore de Silver Nakarutimana de la radio Isanganiro qu'il dirige. Il a été repris en français par Janvier Ninina-Hazwe. Contacté à ce propos, le président du Conseil national de la communication, Nestor Bangomokunzi, nous a dit qu'il l'a appris après les réseaux à travers les réseaux sociaux, mais qu'il va s'entretenir avec le directeur de la radio Isanganiro. 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent 172 jours d'incarcération à la prison centrale de Bubanza. Egide Harerimana, Terence Mozenzi, Christine Kamikazi et Agnès Ndirubusa ont été arrêtés le 22 octobre 2019 au moment où ils s'étaient rendus en commune Musigati pour enquêter sur les combats qui opposaient les forces régulières et des groupes armés. Entre-temps, les associations des défenseurs des droits humains nationales et internationales
ne cesse de plaider pour la libération de ces journalistes qui, selon elle, ne sont victimes que de leur métier. Entre-temps, l'Amnesty International dénonce les actes de violation des droits de l'homme perpétrés par le pouvoir de CNDD-FDD depuis 2015. Dans son rapport sorti ce mercredi, les auteurs présumés des atteintes aux droits humains sont les membres de la milice Imbonerakure, du Service national des renseignements et de la police. Le contenu du rapport avec Emmanuel Niyongeko. Dans ce rapport sorti ce mercredi 8 avril 2020, Amnesty International dénonce les agressions du gouvernement burundais motivées par des considérations politiques à l'endroit des opposants, des professionnels des médias, les défenseurs des droits humains et les femmes. Depuis 2015, les autorités ont continué à réprimer les activités des défenseurs des droits humains et des organisations de la société civile. À titre illustratif, l'emprisonnement de Nestor Nibitanga, membre de la PRODH, la condamnation de 3 membres de la PARSEM en mars 2018 à 10 ans d'emprisonnement, ainsi que celle de Germain Rukuki, employé de la Kate Burundi, à 32 ans de réclusion pour ses activités en faveur des droits humains. De même, Amnesty International regrette la disparition forcée en 2015 de Marie-Claudette Kwizera, membre de la Ligue TK, par des agents du Service national des renseignements qui s'est soldée par une exécution extrajudiciaire. De nombreux journalistes demeurent en exil et les autres travaillent dans des conditions difficiles, ce qui est un handicap à l'accès de l'information. Le Conseil national de la communication CNC a retiré son autorisation d'exploitation de la radio BBC depuis mars dernier et également prolongé la suspension de la radio Voix d'Amérique. 4 journalistes du groupe de presse Iwachu ont été condamnés à une peine de 2 ans et demi d'emprisonnement. Des membres de l'opposition et des opposants présumés au gouvernement ont cette année encore été attaqués par les autorités et par des membres du parti au pouvoir. La plupart des crimes à caractère politique commis par les Imbonerakure demeurent impunis. Les réfugiés ou demandeurs d'asile en Tanzanie ont fait l'objet de pression croissante, les incitant ainsi à retourner de force au Burundi. Le gouvernement a suspendu sa coopération avec le Bureau des Nations Unies en 2016 et ordonné sa fermeture en décembre 2018. Les autorités burundaises ont continué à menacer de poursuites les membres de la commission d'enquête sur le Burundi. Cette dernière a constaté que la majorité des violences sexuelles ont été perpétrées par des agents de l'État et que les Imbonerakure ont utilisé le viol pour intimider les membres de l'opposition. Amnesty International déplore enfin une situation humanitaire catastrophique. L'Organisation mondiale de la santé OMS a signalé plus de 8,5 millions de cas de paludisme qui a fait 3170 morts jusqu'en 2019. Plus d'1,7 million personnes souffrent d'insécurité alimentaire au moment où le gouvernement a collecté des contributions forcées aux élections de 2020. Page justice à présent, 6 membres du parti CNL de la zone Maramvia en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura ont été transférés à la prison centrale de Mimba ce jeudi soir. Elina Hayo, Daniel Ndaidziga, Jean Bosco Kubgayo, Fulgence Habarugira, Célestin Nzeimana ainsi que Françoise Kangundiye ont été arrêtés lundi dernier par le commissaire communal de la police à Mutimbuzi, Marcel Nyonguru, et conduit au cachot de la brigade Gatumba. Tous les 6 ont comparu ce jeudi au parquet de la mairie de Bujumbura, 6 en commune Nahangwa, où ils ont passé toute la journée sans être entendus. Vers 18h, ils ont été conduits à la prison centrale de Mimba. Ces militants du parti CNL sont accusés d'avoir participé aux festivités d'ouverture des permanences de leur parti, lesquelles festivités ont été déstabilisées par des Imbonerakure, faisant également 2 blessés parmi les membres du parti CNL. Page gouvernance pour clore ce journal. Les commerçants de la commune Nyabiraba en province de Bujumbura s'insurgent contre les cotisations forcées pour la construction de la permanence exigée par les responsables du parti CNDD-FDD dans cette commune. Ces commerçants crient à l'injustice et demandent que ces contributions soient exigées aux seuls membres du parti CNDD-FDD. Le point avec Onésime de Shimagize. Ces contributions exigées aux commerçants du centre de Nyabiraba sont collectées par les membres du parti CNDD-FDD dans cette commune, à savoir un certain Rémi et un autre prénommé Aloïse, sur ordre du président de ce parti en commune de Nyabiraba, Désiré Habzaliman. Ces contributions forcées sont exigées à tous les commerçants de ce centre de négoce depuis le mois de février de cette année.
Le montant à contribuer est calculé en fonction de la quantité et de la qualité des marchandises de chaque commerçant, comme l'indique l'un d'eux. Dans les petits bistrots où on va de la bière et de la résine, la contribution est de 2500 francs. Dans d'autres boutiques et magasins, le montant à contribuer est compris entre 10 000 et 100 000 en fonction de la quantité de marchandises de chaque commerçant. Quant aux propriétaires des véhicules, le montant à contribuer est trop élevé. Pour les commerçants qui refusent d'obtempérer à cette mesure du parti au pouvoir, leurs boutiques sont fermées. Ils s'insurgent contre cette injustice et demandent que ces contributions soient exigées aux seuls membres du parti CNDD-FDD. On n'a jamais vu venir autre parti politique pour demander des contributions. Nous sommes sûrs et certains que celui qui osera le faire s'il n'est pas membre du CNDD-FDD en payera le prix. Nous demandons l'arrêt immédiat de ces contributions ou bien qu'elles soient données par les membres du CNDD-FDD. À propos des grognes de ces commerçants de la commune Nyaviraba, nous avons essayé de joindre Ferdinand Simbananiye, administrateur de cette commune, mais sans y parvenir. Merci aussi à Onésime Douchima Guizé. Dans le même domaine de la gouvernance, les membres du syndicat Silitrab de la Braroudi demandent la réintégration de Dieudonné Nidzeimana, président de ce syndicat. Dans une correspondance au conseil d'administration de la Braroudi de ce jeudi, les membres de ce syndicat montrent les irrégularités et les violations de la loi pour le licenciement de leur président. Walter Quizera donne plus de détails. Dans cette correspondance, le syndicat Silitrab dénonce le licenciement illégal de Dieudonné Nidzeimana, son président, du 27 mars de cette année. Les membres du syndicat Silitrab parlent du déficit de l'organigramme de l'entreprise Braroudi. C'est le cas de l'absence d'un organe de recours quand un travailleur est sanctionné. Le syndicat Silitrab demande à l'annulation du licenciement de leur président, un licenciement dont le syndicat Silitrab qualifie d'arbitraire et injustice car il viole les dispositions légales nationales et internationales du travail. Pour le syndicat Silitrab, ce licenciement ne vise que la suppression de leur syndicat. Dans la même correspondance, le syndicat Silitrab rappelle au conseil d'administration de la Braroudi que le licenciement de Dieudonné Nidzeimana n'est pas en fait du hasard, mais que tout a commencé par des pressions sur son adjoint, Léon Toussaint Mobona, qui a fini par démissionner de ses fonctions. Donc, le fait que le président du Silitrab a résisté toutes ces pressions est l'un des facteurs de son licenciement sans préavis ni même indemnité. Selon les membres de Silitrab, ce licenciement signifie la décapitation du Silitrab, alors que parmi les motifs du licenciement de Dieudonné Nidzeimana figurent les explications demandées par l'ADG à travers une lettre lui adressée le 18 mars de cette année. Les membres du Silitrab révèlent que leur président ne devrait pas être puni car ils étaient le seul responsable et que lui n'a fait que signer ce qui avait été proposé par les travailleurs. Ce qui veut dire que Dieudonné Nidzeimana n'a fait que remplir sa mission en tant que président du syndicat. Si la Braroudi voulait des explications, elle n'avait qu'à donner la parole aux membres de ce syndicat et ce qui serait même l'occasion de trouver des solutions à d'autres problèmes qui étaient au sein des travailleurs. Ici, le Silitrab profite de cette occasion pour rappeler au conseil d'administration qu'il a même adressé 2 correspondances à la direction le 17 octobre de l'année dernière et le 27 janvier pour demander des pourparlers, mais en vain. De ce qui précède, le syndicat Silitrab indique que les accusations de l'ex-ADG contre leur président n'ont aucun fondement. Par contre, l'ex-ADG s'est servi abusivement de son pouvoir pour destituer le président du syndicat Silitrab en violant la loi du travail et des travailleurs. Pour cela, le syndicat Silitrab demande que la décision de destituer Dieudonné Nidzeimana soit annulée et qu'il soit réintégré dans ses fonctions sans condition. Merci à Walter Quizera. Point final à cette édition. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. À la présentation, vous étiez avec Trésor Nyongabo et Steve Nyongeko à la manette. Passez une agréable soirée. C'était le magazine Rumura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.